Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. La culture grecque antique a été dans l'histoire humaine une source inépuisable de sagesse et de connaissances. Une culture d'une subtilité et d'une profondeur inégalée, et où sont venues puiser toutes les civilisations qui lui sont postérieures. Le plus merveilleux, au sens littéral du terme, est que son soubassement, constitué de poèmes, de théogonies, de cosmogonies, d'épopées, comme l'Iliade et l'Odyssée, et d'une infinité de mythes qui allaient fonder le socle culturel de cette civilisation, allait permettre à sa religion de fleurir et surtout allait permettre la plus belle immersion de l'homme en lui-même, la philosophie, qui a usé de la mythologie grecque, comme d'un canevas où elle allait tisser son cheminement de lumière. C'est de ce verger fécond que je vais cueillir aujourd'hui quelques fruits de sagesse, pour tenter de désaltérer votre soif de connaissance sur les choses de la vie. Et bien sûr, vous l'aurez deviné, mon propos restera comme à l'accoutumée centré sur l'Algérie et le régime algérien ou le fahm yafham. La culture grecque, voyez-vous, était inspirée par le souci de la subtilité. Elle penchait irrésistiblement à décortiquer les concepts, à les dénicher, à les subdiviser, à les tamiser pour y trouver des notions différentes les unes des autres, voire même parfois opposées les unes aux autres, alors qu'elles sont toutes contenues en un seul mot, en un seul vocable. Et elle a fouillé dans les tréfonds de l'âme humaine pour y débusquer ces pulsions inquiétantes tapies à l'ombre de la conscience. C'est ainsi, entre de très nombreuses autres figures, qu'est née la notion de l'hybris. L'hybris, inspirée de la mythologie grecque. Hybris, à l'origine, une divinité allégorique dont allait s'emparer la philosophie et la culture populaire pour en faire la représentation de l'intempérance, de l'orgueil démesuré, de ces gens aveuglés par leur puissance ou par le pouvoir, qui se sentent accaparés, qui le détournent à leur seul profit, qui perdent le sens même de la mesure, qui se croient tout permis, qui ne reculent plus devant quelque moyen qui soit pour assouvir leur inextinguible soif de pouvoir et qui finissent toujours par provoquer le juste retour de la manivelle, la réaction de la némésis. La némésis. Oui, la némésis que l'infinie sagesse grecque a opposée à l'hybris. Dans la mythologie grecque, la némésis aussi est une divinité allégorique. Elle incarne le juste retour des choses, l'irrésistible rétablissement des équilibres. La némésis s'abat toujours, violemment, sur les mortels qui sont frappés de suffisance, frappés d'hybris, qui ne connaissent plus les limites de la pudeur et de la justice immanente. La némésis est le juste retour des choses, oui, qui s'abat sur les oublieux des équilibres du monde, dédaigneux de la morale qui régit leurs sociétés respectives. Tout cela que le pouvoir, la force et les richesses emplissent d'arrogance et qui n'en finissent pas de transgresser les droits et la dignité des plus faibles.
La némésis n'avertit pas. Elle fond toujours avec violence sur ceux qui ont dérangé l'ordre et la quiétude du monde. Mais elle se manifeste aussi pour rappeler aux dominants que rien ne leur est acquis et que les équilibres finissent toujours par se rétablir, que chacun dans ce monde reçoit, dans ce monde même, un juste retour de ce qu'il a lui-même produit. Aux humbles reviendra une juste rétribution, la considération, l'estime et la quiétude des jours. Aux tyrans, la némésis apportera l'amertume, une douloureuse déchéance et un cruel châtiment de leur vivant. Rappelez-vous comment ont fini ces despotes qui n'avaient plus de limites ni de freins. Rappelez-vous. Algérie, l'hybris et la némésis. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'avoir avec moi Tahar Sisserir, militant politique depuis Paris. Amin Mennadi, activiste politique depuis le Canada. Saïd Salhi, qui nous rejoindra dans un instant, vice-président de la Ligue algérienne des droits de l'homme depuis Alger. Omar Ait Mokhtar, militant politique qui se trouve à Paris en ce moment et qui nous parle donc depuis Paris. Amin Mennadi, activiste politique, merci d'avoir accepté notre invitation, Amin. Merci à vous pour l'invitation et de me permettre de m'exprimer. Merci beaucoup. Alors, Amin, d'abord sur ce sujet des prisonniers politiques, nous allons en parler, mais je tiens d'abord à signaler que Abdallah Ben Naoum, qui est en prison depuis le 9 décembre 2019, donc plus de 2 ans, 26 mois exactement, a été libéré sous contrôle judiciaire et sous une liberté conditionnelle. Qu'il avait d'abord refusé. Il avait commencé à dire non, je suis un homme libre, je ne veux pas être soumis à ce genre de flicage. Mais il a dû accepter finalement et il a été évacué directement sur l'hôpital où il se trouve en ce moment. Il est dans un état, on n'en sait encore rien dans le détail, mais dans un état très pénible, nous dit-on.
Amin Mennadi. Tout d'abord, pour parler de Abdullah Ben Aoum, quelles que soient les divergences politiques que peuvent avoir les uns et les autres, ce qu'a subi Abdullah Ben Aoum depuis des années, depuis avant le Hirak de toute façon, c'est un ancien militant, c'est pas quelqu'un qui subit ça depuis récemment. Sauf que l'escalade, avec son état de santé vraiment qui ferait de la peine à n'importe quel être humain, c'est vraiment aberrant quand on arrive là. Et puis, je pense que de ce que j'ai su de certains qui sont plus proches d'Abdullah Ben Aoum, c'est qu'il n'y aurait pas eu la pression familiale pour qu'il signe les conditions de sa libération, il ne les aurait pas signées. Il voulait avoir un non-lieu pour les faits qui lui étaient reprochés. Il n'a pas réussi à avoir cela. Malheureusement, on se retrouve avec des dizaines de Abdullah Ben Aoum aujourd'hui en Algérie. C'est ça ce qui fait de la peine. Même de l'ère de Bouteflika, on n'a pas vécu ça. Moi qui étais au pays à lutter contre le clan Bouteflika, j'ai jamais, à aucun moment, vu l'escalade arriver à ce niveau-là, ni de par le nombre, ni de par les faits qui sont reprochés au régime. D'ailleurs, du temps de Bouteflika, on ne connaissait pas un tel nombre de prisonniers politiques et de détenus d'opinion. Ils sont au moins, en ce moment, de 333. Moins Abdallah Ben Aoum qui vient d'être libéré, donc 332, au moins. C'est incroyable cette régression. Pourquoi en sommes-nous arrivés, alors que c'est le même régime, même s'il a changé de façade, comment on est arrivé à cette débauche de violence et de répression? C'est Pour moi, ce que je considère vraiment, c'est que ça reste toujours le même régime. Ils nous en veulent et ils nous en veulent encore à ce peuple de s'être révolté contre Bouteflika et ses sbires, parce que maintenant c'est les sbires de Bouteflika qui dirigent. Mais le problème, c'est que ces gens-là, ça fait quelques années, depuis qu'ils ont réussi à organiser leurs élections, même avant, ils ont mis quasiment l'Algérie en mandat de dépôt. C'est épouvantable. D'en arriver à une telle débauche de violence judiciaire, c'est comme ça que je l'appelle, sans parler des violences physiques et psychologiques qu'ont subi les militants. Il faut se l'avouer, moi le premier, je ne pense pas que de l'ère de Bouteflika, hormis quelques cas isolés, qui ait eu une machine aussi structurée pour punir, parce que c'est le terme, pour punir toutes les voies libres du pays. C'est épouvantable. Parce que là, c'est pas orienté vers une mouvance ou une tendance politique ou une tendance idéologique. C'est carrément le peuple qui est en train de payer. Toute l'élite politique, toute l'élite militante du pays est en train de subir les affres de ce régime. C'est de la pure folie. Restez avec nous, Amin. Tahar Sisselir, merci d'avoir accepté notre invitation, Tahar. C'est toujours un plaisir de participer à vos émissions. Merci de m'avoir invité, Sid Jamal. Merci, Tahar. Alors, d'abord, nous allons voir ensemble d'abord les images de Tahar Ben Aoum, qui est admis à l'hôpital, entouré des siens. Regardez-le, il est à l'hôpital, voilà, c'est la photo qui nous est parvenue. Voilà. Abdallah Ben Aoum, pardon, Abdallah Ben Aoum. Voilà. Après 26 mois d'incarcération, 26 mois, pour avoir milité pour la démocratie. La démocratie en Algérie, kofr. Réellement, ces gens-là sont en train de nous le dire et de l'appliquer sur le terrain. Si certains l'avaient dit par idéologie à un certain moment, ceux-là sont sur le terrain pour eux, démocratie à kofr. Tahar Sisselir, sur ces prisonniers politiques, ces détenus d'opinion, dont le nombre est devenu quasiment incroyable, pourquoi le régime s'affole-t-il autant lorsque la grève de la faim a été déclenchée à Al-Harrach par les prisonniers politiques d'Al-Harrach? Tout d'abord, je parlerai des juges, parce que c'est important de parler des juges. Oui, bien sûr. Qui ont
En même temps, en fait, c'est incroyable. En Algérie, ils ont pardonné tout à Nazar qui était condamné à 20 ans de prison ferme et son fils condamné à 6 ans de prison parce que il a participé au pillage des richesses de l'Algérie. Et en parallèle, les enfants du peuple, parce que là, ils déclarent la guerre au peuple. Ces juges-là qui ne voient pas l'enfant de Nazar, qui ont pardonné tout à Nazar, qui est un sanguinaire, ils ont tout pardonné. En quelques mois, ils ont tout pardonné, ils ont effacé tout. Et Nazar le sanguinaire devient propre. Et en contrepartie, ils ont emprisonné 333, ou si ce n'est pas plus, hein, parce que pardon de vous interrompre, pardon. Peut-être faut-il préciser que Nazar, qui avait été condamné par contumace à 20 ans de prison, ils l'ont fait revenir en Algérie à bord d'un avion présidentiel avec le salut militaire de l'équipage et plus rien. Et son fils aussi, ça y est, tout effacé, sans qu'on nous explique pourquoi. Donc, je voulais le préciser. Oui, exactement. Et il a été accueilli à Alger par 13 généraux. 13 généraux. Voilà. Donc, c'est juste pour comprendre en fait le mode de fonctionnement de la SABA, de la mafia d'Alger, gérée par des militaires qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Donc, ça me fait penser, ça me fait penser à Jésus. Ça me fait penser à Jésus et les 13, ses 13 compagnons, je ne sais pas comment on dit ça. 12, les apôtres. 12. Les apôtres. D'accord, ça me fait penser, je ne sais pas pourquoi. Le retour de Jésus. Ouais, exactement. El-Mahdi el-Muntadhar. Exactement. Donc, ces juges, en fait, qui fonctionnent, je ne sais pas, je ne comprends pas, parce qu'à la base, ils ont eu une formation sur la déontologie et l'éthique. Ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, parce que quand on parle de la déontologie, c'est l'indépendance, c'est la légalité, c'est l'impartialité, c'est des choses qui sont très très importantes et c'est la base de la justice. Est-ce qu'on voit ça aujourd'hui? Aujourd'hui, des juges à qui on demande en fait d'emprisonner des militants sincères, honnêtes, qui aiment l'Algérie. Ils les emprisonnent parce qu'ils ont écrit un commentaire, parce qu'ils sont sortis, parce qu'ils ont exprimé un avis qui est différent de la junte militaire qui est en place. Et ils n'ont pas vu le fils de Nazar qui donnait des instructions à des agents de DRS. Ils ne l'ont pas vu. Donc, il y a un grand problème en Algérie parce que les juges aujourd'hui exécutent des instructions qui sortent de la caserne et voilà pourquoi nous, on parlait avant du DRS comme une structure qui est en dehors des institutions, qui est extrêmement violente, qu'on doit dissoudre. La dissolution de la police politique, c'est une exigence de la révolution. Nous ne pouvons pas fonctionner comme ça. Le fils de Nazar donne des instructions à des agents de DRS pour assassiner en fait des militants en Europe. Et l'Europe a fermé les yeux, ils n'ont rien vu, ils n'ont pas vu en fait ce qui s'est passé, ils n'ont pas écouté en fait les vidéos qui circulaient, qui ont fait le tour du monde. Et les juges en Algérie n'ont pas en fait n'ont rien fait, ils n'ont pas bougé. Donc il y a un grand problème. Nous ne pouvons pas parler de la justice et les juges ils sont aussi responsables, ils font partie de la SABA, ils font partie de la junte militaire, et ils partagent le pouvoir avec cette junte militaire qui ne laisse pas en fait les militants travailler. Pardon, Tahar, je suis d'accord avec vous et je vous remercie de m'avoir donné l'occasion d'en parler et de faire intervenir nos autres invités sur sa question. Mais quand vous dites qu'ils partagent le pouvoir avec la junte militaire, la justice, non. La justice, ce ne sont même pas des auxiliaires. Ce sont des nervis à qui on donne des injonctions téléphoniques, on leur demande de condamner X ou de blanchir Y. Ils ne partagent pas le pouvoir. Ils n'ont pas cette prétention, d'ailleurs. Ils ont la responsabilité. Parce que quand on condamne une personne
parce qu'il a milité, parce qu'il a exprimé un avis qui est différent de l'avis en fait de la junte militaire, ça c'est pas normal. Parce que aujourd'hui, si les militants demandent, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui nous accusaient en fait de la on a choisi en fait la radicalité parce on a exprimé en fait en fait des exigences qui sont, on est parti plus loin, qui sont un peu pas faciles à mettre en place. Parce qu'on a demandé le démantèlement de la junte militaire et la dissolution de la police politique. Et restez avec nos Tahar. Sans dissolution de la police politique, attends, Jamal, juste oui, bien sûr. Une minute. Sans dissolution de la police politique, démantèlement de la junte militaire et démantèlement de l'économie informelle, nous ne pouvons pas y aller vers un système démocratique. Nous ne pouvons pas avancer. Nous ne pouvons pas parler en fait d'une Algérie, une Algérie qui respecte les droits de la personne humaine, qui respecte en fait les libertés individuelles et collectives. Nous ne pouvons pas parler en fait de la démocratie, des libertés. Voilà la réalité. Parce qu'il y a des gens qui quelquefois en fait essaient en fait de faire de la diversion. Sans ces deux exigences, nous ne pouvons pas avancer. Donc pour moi, c'est la base et c'est en fait les préalables démocratiques, parce que certains parlent en fait des préalables démocratiques. Quand on leur dit, voilà, il y a 3 préalables démocratiques, est-ce que vous êtes d'accord avec ces 3 préalables démocratiques? Voilà, ils disparaissent parce que... très bien, merci de nous avoir permis justement d'en parler. Au sujet de l'économie informelle, on nous signale de partout en Algérie que le prix de la viande a atteint des sommets exorbitants, absolument inimaginables. Le prix de la viande ovine, de mouton, est à 1700 dinars le kilo. Et le prix du bœuf est à 2000 dinars le kilo. 2000. Quand on sait que le SMIC est de moins de 3000 dinars. Imaginez un peu, ça veut dire que votre SMIC tout entier, vous le consacrez à la viande, vous n'avez que 15 kilos. Vous pouvez acheter 15 kilos de viande et c'est tout. Mais c'est devenu un produit destiné aux gens riches. Et c'est tout. Alors, mais il n'y a pas que ça. Nous parlerons aussi tout à l'heure de la junte militaire et du pouvoir de l'armée. Omar Ait Mokhtar, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi. Merci, vous êtes avec nous au téléphone. Alors, d'abord au sujet donc de la grève, de la faim, des prisonniers politiques et des détenus d'opinion politique dans les prisons algériennes. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? C'est triste. Permettez-moi, M. Benchenouf, de vous tirer chapeau pour votre introduction magistrale à la sauce grecque. Donc, merci. Oui. Écoutez, la grève de la faim de ces jeunes, moi je suis triste. Moi je préfère demander au président de la République la clémence. Ils n'ont absolument rien à faire en prison, enfin tous ces jeunes, y compris les influenceurs de la semaine dernière et tout ça, malgré qu'ils ont commis peut-être une erreur de faire une publicité mensongère. Ils les ont eu enfin. Bon. Et ils vivent leur temps, donc on doit les laisser vivre comme tous les jeunes du monde. On ne peut pas... Mais pardon, Omar Ait Mokhtar, de vous interrompre, pardonnez-moi. La clémence que vous demandez généralement, on l'accorde aux coupables, à des gens qui sont rendus coupables de crimes ou de délits. Or, ces gens, ils devraient être érigés en héros, on devrait leur donner des médailles, et citer leur nom et être fiers d'être de leur famille, d'être leurs parents, puisqu'ils se sont battus pour la liberté, pour la dignité, pour le droit. Pourquoi la clémence à l'endroit des mazloumin, des mahgourin? Tu as tout à fait raison de souligner ça. Mais moi, quand je trace un chemin, je ne m'invente pas des digues, je ne vois pas des loups partout. J'essaie d'être réaliste. Tous ces gens qui sont en prison parce qu'ils pensent différemment de ce que pensent les dirigeants, c'est ça, hein? Le bras de fer qu'on est en train d'alimenter
est lié depuis 62, depuis l'indépendance. On n'a rien réglé. On fait perdre du temps à ces jeunes, rester en prison comme ça. Je préfère, d'ailleurs, ceux qui veulent changer de pouvoir, moi je leur dis, il faut changer le pouvoir. Si vous voulez le remplacer par un autre, c'est impossible. L'histoire nous enseigne, on ne tient pas compte de ce qui s'est passé depuis l'indépendance. Tout à l'heure, je vais vous faire une confidence, j'ai croisé Hassan Harash, on est différents bien sûr, à Paris. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses en l'espace de 5 minutes. Il m'a donné raison sur certaines choses, il m'a apostrophé sur d'autres. Dire que, parce que j'ai toujours été excessif, malheureusement, je le regrette. Quand je dis qu'Aït Ahmed n'a rien fait depuis l'indépendance, c'est faux, bien évidemment, je ne le juge pas. Mais il m'a dit, il a apporté beaucoup, y compris ça, il a dit. Moi je suis rentré dans cette histoire parce que leur querelle m'a blessé. Donc on n'a pas pensé à l'Algérie. Aujourd'hui, ces gens qui sont en prison, si on doit faire une description réelle de la chose, ils n'ont rien à faire en prison. Qu'est-ce qu'on fait? On doit transformer nos forces en propositions réelles, ce qui est possible. Ce qui se passe dans mais il refuse. Ce régime n'a pas voulu entendre parler de transition. Il a traité les manifestants de mercenaires, de traîtres à la solde de la main étrangère. Le régime est sourd à ce genre de propositions que vous faites. Monsieur Benchenouf, tu sais très bien que je suis d'accord avec ce que vous dites, mais je persiste à dire que nous devrions organiser un débat inclusif. Pas l'alternance. Si tu dis à quelqu'un, oust, je me mets à ta place, il ne va pas accepter. On le sait ça, mais ce pouvoir doit comprendre que nous voulons à ce que l'Algérie avance dans tous les domaines, économiques, social, même militaire d'ailleurs. Ce que disent l'armée va se porter encore mieux si elle quitte la scène politique. Mais est-ce que nous, moi, toi, Hassan Hirash, d'autres, est-ce que nous proposons quelque chose? Hassan Hirash, lui, dit tout à l'heure. Nous allons en parler de ce sujet, mais avant, je voudrais vous poser deux questions. Deux questions en une. En fait, je vous demanderai de répondre assez dynamiquement pour pouvoir faire des tours de micro un peu plus rapides. D'accord. Est-ce que vous me dites oui ou non et vous me dites pourquoi? Est-ce que vous acceptez le qualificatif de prisonnier politique et de détenu d'opinion pour nos compatriotes qui sont en prison et qui sont en grève de la faim? Mais bien évidemment, je ne l'ai jamais caché. Mais le problème qui se pose, c'est quand on est prisonnier, on a peur de rentrer au pays et on maintient ce bras de fer qui est inacceptable et insensé. Et pourquoi le régime leur refuse cette reconnaissance de prisonnier politique et de détenu d'opinion? Là, pourquoi? vous savez, je préfère dire au pouvoir, je demande la clémence, lâchez ces jeunes, y compris d'ailleurs. Vous savez, l'Arvanati, moi je suis pas loin. Il y a eu 200 morts, Allah yarhamhum, et ceux qui sont morts, peut-être ils se reposent. Mais les jeunes qu'on a emprisonnés, vous savez comment elles sont, leurs familles, et puis on ne sait pas, des accusations valent perpète ou condamnés à mort. Donc, vous savez, moi je demande à ce que ces gens-là soient dehors. Il y a eu des erreurs de tous les côtés. Moi je demande la clémence, je ne demande pas, il faut les sortir de force, vous allez partir. C'est impossible, on le sait très bien. Il faut un débat constructif, inclusif, c'est-à-dire changer le pouvoir, pas changer de pouvoir. Pas possible, impossible. On l'a vu depuis longtemps. Personne ne peut s'opposer comme l'a fait Ahmed. Il n'a absolument rien réussi jusqu'à sa mort. Alors, pourquoi persister dans ce chemin? Ce n'est pas possible. Alors, oui. Finissez votre phrase. Franchement, ça me fait plaisir de discuter avec vous. Quand je vois le débat sur l'Algérie, qui est monopolisé par Wahed Flandre, Wahed Flil, Wahed Hanaï, tout ça, tous les soirs que Dieu fait, ils sont en train d'attaquer Hada machin, Hada machin truc, et tout ça. Ça sert à quoi finalement?
Et puis, Oui, mais on chacun peut- est libre, Omar Haït Mokhtar. mais- La liberté citoyenne non, consiste à pouvoir s'exprimer, surtout ce qui concerne je ne son les pays. empêche. Je ne les Vous empêche étiez en pas. train de parler de débat inclusif. Pourquoi vous voulez exclure ces gens de s'exprimer? Non, je ne les exclus pas. Je leur dis que le débat sur notre pays, que nous sommes tous concernés. Si nous sommes là, moi, vous et vos invités, c'est parce que nous aimons ce pays, nous voulons qu'il avance. Mais comment, à chaque fois, on dit comment, avec qui, quand et comment. L'histoire. Très bien. Alors, je me permets de vous interrompre. Je vais demander à mes invités de faire des tours de micro très dynamiques, moins de 2 minutes chacun pour que nous puissions tourner et aborder plusieurs questions. Amin Mennadi, donc en moins de 2 minutes à chaque fois, s'il vous plaît. D'abord, sur cette mesure adoptée par le régime de bannir, en quelque sorte, les grévistes de la faim vers d'autres prisons très loin de leur famille. Ce sont de véritables représailles pour de nombreux observateurs des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous me permettez, je vais d'abord juste faire un petit commentaire par rapport à ce qui vient d'être dit. Oui. J'ai beaucoup apprécié la partie où Omar il disait que il faut un dialogue inclusif et pas aller à la confrontation en disant tu dégages, je te remplace ou tu dégages, je vais mettre quelqu'un à ta place. Je suis entièrement d'accord. Il y a beaucoup d'attaques même à l'intérieur à l'intérieur même du mouvement populaire. C'est normal. Mais ça c'est un phénomène tout à fait normal. Par contre, là où je suis un peu moins d'accord, c'est d'aller demander la clémence pour des gens qui sont innocents et qui devraient même être érigés au rang de héros pour la plupart d'entre eux, parce qu'ils ont osé dire tout haut ce que certains ont même peur de penser tout bas. Donc, il faut faire la part des choses. Oui, ne pas aller vers une confrontation inutile et essayer de trouver une sortie, la sortie la plus pacifique et la moins douloureuse possible. Mais de là à demander de la clémence à un bourreau, je pense que ça serait manquer de respect au sacrifice de ces personnes qui aujourd'hui sont non seulement séparées de leur famille, mais en plus qui doivent subir encore des mesures d'éloignement. Là, je passe à la partie de comment gère le régime algérien ce qui est problématique pour eux. Donc, je vais appeler ça le problème des grévistes de la faim. D'abord par le mensonge. Donc, on va se retrouver d'abord avec des juges ou des magistrats qui vont sortir devant le peuple et mentir en disant, en niant qu'il y ait une grève de la faim, mais en même temps en les éloignant pour les punir et les éloigner vers Bouira, vers Brouadia, vers différentes prisons qui sont plus éloignées de leur lieu de résidence. Donc c'est une mesure punitive parce que quand on est dans une cellule et qu'on ferme la porte derrière vous, je n'ai pas la prétention de dire que j'ai eu le sacrifice que ces gens ont, parce que pour certains, ils sont dans les prisons depuis des mois, même des années pour certains. Mais une fois que la porte est fermée, vous ne pensez plus à vous, vous pensez à ceux qui sont dehors, vous pensez à votre famille. Parce que ils vont galérer, ils vont devoir venir vous ramener à manger, ils vont devoir venir essayer d'un peu adoucir vos conditions de détention qui sont pas évidentes. Donc ces gens-là, s'ils ont été éloignés, c'est aussi pour faire peur aux autres, pour ne pas rejoindre ce mouvement de contestation et de dire, si tu fais la grève de la faim, c'est pas juste toi qui vas souffrir. Si tu es éloigné, c'est ta famille qui va devoir faire des centaines de kilomètres pour venir te rendre visite. Donc, le bourreau, il est là. Et puis le bourreau, c'est d'abord le régime avec sa composante civile et militaire, qu'on le veuille ou non. Il ne faut pas qu'on se dise toujours, parce que de dire on va dissoudre des organes ou des organisations dans le régime, dans l'État, avant que ce soit dans le régime, parce que la composante humaine de ces organes qui est problématique. C'est pas les organes en eux-mêmes, c'est l'utilisation qui en est faite. Que ce soit la DRS, que ce soit l'armée, que ce soit les différents ministères, que ce soit la justice. Et puis si on revient à la justice, là où je rejoins encore, c'est Omar, parce que dans la justice, il y a eu des juges intègres qui se sont élevés et puis qui ont dit basta, et qu'aujourd'hui, ils subissent pareil. Merzoug, le juge qui a été le premier magistrat qui a dit haut et fort qu'il n'allait pas cautionner des élections truquées, qui a essayé un peu d'amener une nouvelle dynamique dans la justice. Aujourd'hui, il a été non seulement congédié, mais il subit avec sa famille de la persécution comme toute autre personne. Donc, la stigmatisation, non.
mais arriver à demander l'aumône à celui qui est en train de te voler de ta poche, je pense que c'est aussi une question de dignité que je n'accepterai pas non plus, ni pour le peuple algérien, ni pour ceux qui sont en prison aujourd'hui. Merci. Alors, Saïd Salhi vient de nous rejoindre, vice-président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Saïd Salhi, merci d'être avec nous. Bonsoir Si Jamal, bonsoir, Bonsoir. aux invités et aux auditeurs. Bonsoir. Bonsoir. Alors, l'un des deux thèmes d'aujourd'hui tourne autour de cette question de grève de la faim et des représailles de la justice, entre guillemets, algérienne, qui, après avoir nié complètement l'existence d'une grève de la faim, a décidé de dispatcher, de répartir entre d'autres prisons plus éloignées des domiciles des grévistes de la faim, de leur résidence familiale, pour les punir et pour dissuader d'autres prisonniers politiques d'entrer eux aussi dans cette grève. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ces questions, s'il vous plaît ? Effectivement, concernant la grève de la faim, donc la grève de la faim est un fait, bien que nous avons enregistré donc le communiqué du parquet qui nie l'existence de cette grève, alors que les avocats et les familles des détenus ont confirmé justement que cette grève de la faim, ce qui s'est passé hier donc concernant le transfert des grévistes, les transferts des détenus, parmi eux des grévistes de la faim, pour nous à la ADH, nous l'avons dit, c'est un transfert illégal. Illégal du fait que bon, il faut rappeler que la grève de la faim est un droit garanti par la loi aux détenus, et puis le transfert est soumis à la loi. Et donc le transfert est soumis à la loi. Le transfert n'est possible que dans deux cas. Le premier cas, c'est que le détenu doit épuiser toutes les voies judiciaires. Donc il faut qu'il y ait un jugement définitif. Et puis la deuxième possibilité, il faut que ça, en cas de mesures disciplinaires. Donc ni l'une ni l'autre ni possible dans le cas des détenus grévistes. Pour le cas donc des 330 détenus jusqu'à maintenant, donc l'ensemble des détenus n'ont pas été jugés de manière définitive. La majorité sont encore même en attente de jugement pendant des mois d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est l'une des conditions qui ont fait que les détenus ont recouru justement à cette mesure, je dirais ultime au détriment même de leur santé, de leur intégrité physique. Et puis pour l'autre cas, aujourd'hui, donc les détenus grévistes de la faim ne constituent aucun danger ni au sein de la prison, ni même par rapport à la sécurité de manière générale. Donc aujourd'hui, évoquer une telle mesure, pour nous, c'est vraiment un autre arbitraire, un autre abus. D'ailleurs, nous avons fait un communiqué aujourd'hui, nous avons même appelé à ce qu'il y ait une enquête, impartiale, concernant justement cette décision et cette mesure qui a été prise, d'ailleurs, de manière hâtive et de manière presque, en catimini, ça a été décidé. En pleine nuit, nous a-t-on dit. On nous a rapporté que certains détenus ont été transférés en pleine nuit vers d'autres prisons. Tout à fait. Ni les avocats, ni les familles n'ont été avisés de telles mesures, d'un point où les familles ont été rendre visite à leurs enfants et ils ont été surpris que leurs enfants n'existaient pas au niveau de la prison d'El Harash. Donc aujourd'hui, toute cette cacophonie justement qui entoure justement d'abord le cas des grévistes de la faim. Vous avez vu depuis le début justement tout ce déni d'ailleurs, le déni et nous avons vu le communiqué du parquet, et puis toute cette omerta, même sur le plan médiatique. Les médias, de manière générale, ont refusé même de couvrir cette grève, alors qu'il s'agit... Ou alors couvrir en reprenant le son de cloche du régime, comme on l'a vu sur plusieurs titres. Un seul son de cloche. Prenons un seul, alors qu'il y a le communiqué du collectif de la défense, CNLD. Tout à fait, du CNLD, et même aujourd'hui nous avons fait un communiqué à la Ligue, donc aucun de ces organismes qui ont repris justement le communiqué du parquet n'a repris justement ces différentes déclarations. Pour vous dire aujourd'hui, nous sommes en plein déni, nous sommes en plein arbitraire, Mais Saïd Salhi,
Saïd Saleh, j'aimerais vous poser une question quasi existentielle, j'allais dire. Comment expliquez-vous, ou comment vous expliquez-vous, cette attitude des magistrats qui se comptent en dizaines de milliers et qui acceptent cette situation très déshonorante, très avilissante pour leur profession, pour leur dignité, pour leur renom. Comment peuvent-ils tous se coucher ainsi devant une telle oppression, devant de tels dépassements, devant de telles transgressions du droit, de la dignité humaine? Comment il n'y a rien? Comment est-il possible qu'il y ait une telle uniformité dans la passivité, dans la connivence de tant de gens qui se disent occuper des sièges de dignité? Alors, pour la question, vous savez, nous, en 2019, nous nous sommes félicités, nous avons même applaudi la réaction des magistrats, la grève des magistrats, toutes les marches qui ont eu lieu au niveau de plusieurs wilayas des magistrats. Plusieurs magistrats, d'ailleurs, à l'occasion, ont fait des déclarations de dire que la justice n'a jamais été indépendante. Ce que nous avons dit pendant des années, ce que nous avons plaidé pendant des années. Et au moment où nous attendions justement un changement au niveau du système judiciaire, un changement au niveau justement du système de manière générale, vers un système démocratique, un système authentique qui garantit les droits humains, qui garantit justement l'indépendance du pouvoir judiciaire. Malheureusement, ce qui s'est passé depuis 2019 jusqu'à maintenant, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a constaté et tout le monde le dit. Et voilà, c'est la désillusion, c'est la désillusion. Nous sommes passés d'un régime autoritaire à un régime presque qui glisse vers la dictature. Et les faits sont là aujourd'hui pour l'étayer, que ce soit le nombre de détenus d'opinion, toutes les restrictions, toutes les interdictions, à l'encontre des libertés fondamentales que nous avons considérées pendant des années comme acquises, comme réglées. La liberté de Mais peut-être faut-il préciser, Saïd Salhi, peut-être faut-il préciser que le mouvement de grève des magistrats n'a été qu'un mouvement social à base de revendications professionnelles. Et dès que ces revendications ont été satisfaites par un régime qui s'est affolé à l'idée que les magistrats puissent échapper à son contrôle, il leur a tout accordé. Aussitôt, ils ont arrêté la grève. On peut dire en partie. Nous avons suivi en partie, mais durant cette grève-là, certains magistrats ont évoqué une question qui concerne l'indépendance de la justice. D'ailleurs, ils l'ont payé de leur liberté. Je parle des clubs des magistrats libres, notamment. Non, on ne parle pas du club des magistrats libres devant lequel je m'incline. Je parle des magistrats qui ont entrepris la grève. Oui. Mais au début, ça a été enclenché par l'ensemble si vous voulez, un peu de la famille des magistrats, que ce soit donc le Conseil des magistratures ou carrément le club des magistrats libres. Malheureusement, le Conseil des magistratures, à la fin, s'est satisfait justement de ces revendications d'ordre socio-professionnel. Mais la question fondamentale, qui est la question justement de l'indépendance de la justice, la question justement du respect des droits, a été sacrifiée au détriment justement de ces avantages. Aujourd'hui, le problème reste posé. D'où justement aujourd'hui, vous savez, il y a la question de la confiance. Pas seulement de la confiance, de la crédibilité même de la justice algérienne, de la crédibilité même du pouvoir judiciaire qui devait être justement le refuge pour nous. Et d'ailleurs, pour nous les défenseurs, nous disons toujours que la justice est une institution nationale de protection des droits humains. Elle devait être aujourd'hui justement le rempart. C'est même les professionnels, ce qu'on appelle pour nous les professionnels du droit. C'est leur métier, c'est leur travail, c'est leur obligation, c'est leur mandat justement de protéger les citoyens contre tout abus. Malheureusement, aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, c'est la justice est entre justement les mains du pouvoir judiciaire, du pouvoir exécutif. La justice est instrumentalisée pour devenir, je me permets de le dire directement, pour devenir un outil de la répression, un outil de la dissuasion et un outil de pression contre les militants pour la démocratie. Restez avec nous, Saïd Salhi, je reviens à vous dans un moment. Alors, mes chers amis, si vous le permettez, nous allons aborder le deuxième sujet du jour, qui est Madaniya Machi Askaria. Alors, la revue El Jish
est sorti hier, 2 février. Quelque chose d'étonnant, je me permets de faire une petite introduction sur le sujet, c'est que, d'ailleurs, je salue personnellement cette transformation de la revue El Jaish, très franchement. Je ne sais pas s'il y a eu un changement de personnel ou d'angle de vision, mais il se passe que la revue est beaucoup moins pitbull, permettez-moi de le dire comme ça, que ce que c'était. C'est devenu une revue quasi professionnelle. D'ailleurs, les pages, même l'éditorial, les moins agressifs. Il n'y a plus de ces mots mercenaires à la solde d'Israël, les harkis, les soucis. C'est un éditorial, bon, un peu langue de bois, mais qui reste mesuré. Ce qui est étonnant, c'est que au moins une douzaine de pages sont consacrées aux activités présidentielles, où on comprend un peu que des équilibres ont changé, que le président Tebboune et son clan semblent avoir pris un peu le contrôle dans ces eaux-là. Il y a aussi un dossier un dossier assez sérieux sur les essais nucléaires de la France en Algérie. Et il y a d'autres rubriques très intéressantes, mais il n'en demeure pas moins, néanmoins, que la revue El Jaish continue d'être le porte-voix d'une junte au pouvoir qui a la totalité et la réalité du pouvoir au moment où les Algériens ont adopté comme premier slogan et principal slogan de leur contestation Madaniya Meshi Askaria. C'est aussi clair que ça. Alors nous allons essayer d'en parler pour essayer de comprendre et de savoir pourquoi cette poignée de généraux, parce qu'il n'est pas question ici de stigmatiser l'armée algérienne, cette poignée de généraux, cette junte, comme il convient de l'appeler, pourquoi persiste-t-elle dans une hybris, comme je l'ai dit tout à l'heure dans ma présentation, aussi aveugle, aussi, j'allais dire, aussi obstinée, alors qu'elle sait que la némésis est au bout du parcours et que tous les despotes finissent par payer. Nous allons en parler et je reviens, si je ne m'abuse, à Tahar Sisserir. Tahar Sisserir. Tout d'abord, ce qui est incroyable, comment des personnes qui dépassent en fait les 65 ans, les 70 ans, les 80 ans, sont toujours ont toujours des responsabilités à l'intérieur de la caserne et n'ont pas pris leur retraite. C'est la question fondamentale parce qu'ils n'ont rien à faire dans une caserne. Ils ont 84 ans, 85 ans. Ils sont pas dans une caserne, Tar. Ils sont pas dans une caserne. Ils ont fait de tout le pays leur caserne. C'est ça le problème. Voilà, justement, parce qu'à la base, après 25 ans de service, ils doivent partir en retraite. Donc, utiliser la caserne, utiliser les Kalachnikov et les chars comme un moyen pour s'enrichir, pour assurer un certain nombre de privilèges à eux, à leur famille et à la base sociale du régime, c'est scandaleux. C'est scandaleux. On ne peut pas parler de personnes qui défendent l'intérêt de la nation alors qu'ils utilisent l'armée pour leurs propres intérêts. Et ça, c'est un grand problème. Donc, deuxièmement, quand certains parlent en fait des opposants qui ont lutté pendant toute leur vie et n'ont pas pu déstabiliser le pouvoir en place. Je pense que la révolution de 2019, c'est le résultat des luttes de tous les militants qui ont fait des grands sacrifices. Et si aujourd'hui, tous les Algériens, et je dirais 90% des Algériens demandent le départ de ce régime militaire, c'est parce que il y a des militants qui ont travaillé pendant des années pour justement convaincre les Algériens que ce qui pose problème en Algérie, c'est cette junte militaire et cette police politique qui ne veut pas lâcher le pouvoir, qui essaie par tous les moyens de se pérenniser au pouvoir, qui essaie par tous les moyens d'empêcher les militants, les partis politiques d'exprimer en fait leur projet, de réfléchir, d'y aller vers une Algérie démocratique. Parce que Tar, comment faire? Tar, comme
devant un peu tourner le micro, comment faire pour que cette situation finisse? Comment faire pour convaincre ces gens de façon pacifique qu'ils doivent restituer le pouvoir au peuple, qu'ils doivent permettre une vraie transition pour aller vers une vraie démocratie, où l'armée jouera le rôle qui lui est dévolu, et qui n'est pas dans la politique, qui n'est pas dans l'ingérence dans les affaires publiques. Comment faire, d'après vous, de façon pacifique, pour combattre une telle junte aussi obstinée et qui dispose, ne l'oublions pas, d'un budget faramineux que personne ne contrôle. On ne sait pas ce que ces gens font avec cet argent. Tout d'abord, en fait, si on parle du budget, c'est presque 25%, c'est 12 milliards, entre 10 et 14 milliards chaque année. Chaque année, au moment où on a privé en fait le peuple d'une subvention de 12 milliards, des subventions qui aidaient en fait le peuple qui est pour subvenir à ses besoins. Donc ils ont choisi d'appauvrir le peuple et bien sûr il faut réserver un budget entre 10 et 14 milliards pour partager le gâteau entre les généraux et même le principe de la transparence n'existe pas parce qu'on n'a même pas le droit de savoir ce que font ces généraux avec les 12 milliards. Hein, ils partagent. Ça veut dire, Attar, pour que les gens comprennent, les gens qui nous suivent, peut-être qu'ils ne connaissent pas bien l'Algérie, pour qu'ils comprennent. C'est une armée qui s'arroge un budget sans présenter de budget. Il n'est pas discutable, il n'est pas discuté. Ils disent tout simplement, donnez-nous tant. Par exemple, donnez-nous 12 milliards. On ne contrôle rien a priori. Ils ont l'argent. Après, ils ne font pas de bilan qu'ils présentent aux représentants du peuple pour leur dire voilà où nous avons dépensé cet argent. Personne ne sait, personne, ni aucune institution. Pourtant, les institutions sont les leurs, constituées de gens qui leur appartiennent, qui sont leurs nervis. Mais personne ne sait à quoi sert l'argent que s'arroge la junte. On ne sait pas ce qu'ils font avec. C'est incroyable. Ça n'existe nulle part au monde, d'ailleurs. Un budget de 26% du budget national, ça n'existe nulle part au monde. Et ensuite, ça n'existe nulle part au monde, sauf peut-être en Corée du Nord, un budget de l'armée qui n'est contrôlé par personne, ni a priori, ni a posteriori. Je vous laisse finir. Voilà pourquoi la révolution demande la soumission de toutes les institutions civiles et militaires au principe de la transparence. Voilà, c'est des solutions. Nous, on propose, on a des propositions. Et si aujourd'hui, en fait, la révolution, elle est toujours là. Hein. Moi, je suis convaincu que la révolution va faire tomber le régime. On va le faire tomber. Il y a le rapport de force qui est crié en 2019. Il va revenir, les gens vont revenir et ils vont lutter encore un peu plus parce que l'Algérie, aujourd'hui, se retrouve dans une situation dramatique. Le totalitarisme associé à des échecs dans tous les domaines. Donc nous ne pouvons pas continuer parce que l'Algérie... Et restez avec nos Tahar. Finissez votre phrase, je vous prie. Donc l'Algérie, en fait, on ne peut pas continuer à subir en fait l'incompétence, la violence de ce pouvoir. Nous ne pouvons pas, parce que aujourd'hui, comme hier, hein, parce que certains disent qu'en quoi on peut pas déstabiliser ce pouvoir. On n'a pas pu déstabiliser les Franco en Espagne, les Pinochet au Chili, et tous les pouvoirs totalitaires. Les pouvoirs totalitaires ne peuvent pas résister en fait devant la volonté du peuple, devant la force du peuple. Donc même le pouvoir algérien va tomber. C'est une question de temps. Ils vont tomber, ils vont partir. C'est une question de temps. Le peuple va revenir et on va renforcer de plus en plus notre révolution. Et c'est normal de faire des lives sur Internet pour répondre à la propagande du régime qui n'arrête pas en fait de parler, de mentir, d'organiser. Très bien, je reviens à vous Tahar dans un petit moment. Je reviens à vous pour un dernier tour de micro. Omar Ait Mokhtar, c'est un pouvoir militaire d'abord. Est-ce que vous êtes d'accord que ce sont les militaires qui ont la réalité du pouvoir? Et puis, comment faire pour que ces gens comprennent qu'ils doivent restituer le pouvoir au peuple et qu'ils doivent se mettre
au pouvoir du peuple et qu'ils finissent de nous dire l'armée et son peuple. Il n'y a pas d'armée et son peuple. L'armée n'est pas une entité à part, elle ne vient pas de Mars. C'est pas un État dans l'État. L'armée appartient au peuple et doit s'incliner devant la souveraineté du peuple. Qu'est-ce que vous en pensez, Omar El Mokhtar? دولة مدنية ماشي عسكرية. Doula Madaniya, mais Askaria, exactement. C'est ça, hein, c'est ça le slogan. C'est bien de l'entendre de votre bouche. Non, 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 je le dis ironiquement, hein, parce que... Je Non, me disais attention, aussi. Attention, Ouais. Moi, je vous assure, de bon cœur, hein, je préfère vraiment que Nozar et Toufik prennent le pouvoir, à ce qu'ils soient les deux présidents du pays. Parce que, pourquoi? D'après ce que je lis, ce que j'entends, je ne suis pas dans le secret des dieux, ils sont revenus. C'est très bien. Donc ces gens-là sont au pouvoir depuis 30 ans minimum. Ils ont les clés de la réussite du... Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réussite de l'Algérie. Ce n'est pas la réussite d'une personne ou d'un clan contre un clan. C'est-à-dire, pour revenir ce qu'il appelle, si c'est la révolution du 22 février, moi, je n'ai pas participé d'ailleurs. Hein. Je suis l'unique peut-être en Algérie. Ils ont fait perdre à l'Algérie 3 ans. Pourquoi? Pour faire court aujourd'hui. Pourquoi je demande à ce qu'il y ait un débat, une réunion, voilà, une conférence inclusive. C'est-à-dire, on ne fera que des propositions, on ne parlera que des choses qui peuvent nous unir pour faire avancer l'Algérie. Maintenant, si j'entends Cicéril, il fait une très bonne description, mais impossible, l'impossible changement. Ils vont tous partir. Le 22 février, tu vas rien faire, monsieur. C'est depuis 62 que ça dure. Donc aujourd'hui, mettons-nous autour d'une table toutes les bonnes volontés. D'ailleurs, c'est simple. L'économie, moi j'appelle ça, il n'y a pas d'économie en Algérie. Alors que nous n'avons aucun problème financier. C'est une question de gestion et d'organisation. Nous avons la crème de l'Algérie qui s'en va. Tous les bons partent. Ils sont au Canada, ils sont en Europe, en France et tout ça. Donc, le salut ne viendra que de cette diaspora. Il faut lui faire confiance. Il faut rentrer au pays. Moi, je vis là-bas, plus qu'ici d'ailleurs. Mais cette diaspora, Omar El Mokhtar, qui a appris et qui a découvert les vertus de la démocratie, et qui est dans ces pays respectifs où elle réside, elle voit que l'armée n'est pas dans la politique, que les Nazar et les Toufik n'ont aucune chance de pouvoir verser le sang de leur population respective. Donc ces gens-là qui sont à la diaspora ne rentrent pas pour retomber entre les mains de Nazar et de Toufik. Regardez. Et compagnie. Moi, je rêve d'une Algérie où M. Benchenouf rentre au pays parce que l'Algérie, de ses parents, de son pays, il est libre. Donc, pourquoi M. Benchenouf va avoir peur de rentrer? On lui donne pas son passeport. Benchenouf, on refuse de lui remettre même son passeport. Non. Même son passeport, il refuse de lui remettre. Je ne suis pas d'accord. C'est vous dire. Hein. Non, ce n'est pas normal. Il n'y a pas que vous, il y a d'autres. Mais il faut tendre la main. Il faut accepter. Si on parle, on commence à parler du passé. Ce qui s'est passé, tout ça, il y a des morts, il y a des prisonniers. Malheureusement, il y a encore des prisonniers. Et il faut une réconciliation. Je demande à nos Toufik de rentrer dans l'histoire, de dire, on s'est trompé. Et bien maintenant, on va travailler. Il y a de bonnes volontés en Algérie et à l'étranger. On peut, en un an, on peut changer. L'Algérie devrait être dans les 15 premières puissances mondiales. On a tout ce qu'il faut et on a une jeunesse pour le transformer. Quand on met les influenceurs, ils vivent leur temps. Vous savez, nos médias, comment il s'appelle l'autre? Aux États-Unis, ils vont être des richards, ils vont faire leur vie, mais d'une manière extraordinaire. Non, on les met en prison, on met les bons en prison. Et j'en passe. Alors, si on commence à faire la description, tout le monde a raison, donc le diagnostic est fait. Mais moi, vous savez, M. Benchenouf, des fois je vous tutoie, des fois je te tutoie. Donc, on va changer. Il n'y a pas de souci. D'accord, mon ami. Alors, moi, je veux faire des omelettes sans casser d'œufs. Ça sera une conception algérienne. Si on doit changer quoi que ce soit en cassant des choses, non. Il ne doit pas y avoir de violence du tout. On doit dire à ces militaires, on vous aime, on aime ce pays.
Et l'armée, on doit la protéger. Parce que quand on s'attaque malheureusement à un général ou à un militaire... Et nous, le problème, c'est qu'on veut faire une omelette sans œufs. Sans œufs. Sans œufs dans... Je veux dire, sans œufs dans la politique. Sans œufs dans la politique. C'est pas sans les œufs. Sans eux, les généraux. On ne veut pas d'eux dans la politique. Si vous voyez un peu. Restez avec nous, Omar Mokhtar. Finissez parce que c'est le dernier tour de micro. Essayez de. Vous savez, moi, j'ai 59 ans. Toute ma vie, depuis que j'étais au collège, au CEM, j'ai appris à être opposant. On s'oppose au pouvoir. Je vais mourir opposant comme ça. Ou là, moi, je vais avoir peur d'aller en Algérie, où là, il y a des gens qui m'appellent parce qu'ils... Farhad Mahni, par exemple, moi, c'était mon idole quand j'étais universitaire, et je l'aimais trop bien. C'est un militant de grande qualité. Il a changé de truc, il veut diviser l'Algérie. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas pour ça que j'ai effacé les photos avec Farhad quand je l'ai connu et tout ça. Il était au RCD, il était au MCB, et puisque j'en suis. Alors, il y a des gens qui ont peur. Moi, je n'enlève pas, c'est bon, je le connais, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Merci Omar Mokhtar. Permettez-moi de vous... Il faut lui tendre la main. Merci, permettez-moi de vous interrompre. Alors, c'est le dernier tour de micro. Amin Mennadi sur Madaniya Machia Askaria. Comment faire pour que ces gens comprennent enfin qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œufs, mais que ce serait bien qu'il se retire, qu'il restitue le pouvoir au peuple pour que nous puissions avancer, surtout qu'il faut tout rebâtir. Parce que tout ce qui a été construit là a été de guingois, qu'il ne faut pas seulement reconstruire, il faut tout démolir pour tout reconstruire. Et quand je dis tout, le système éducatif, le système de la santé, l'agriculture, l'éducation d'une façon générale, les mentalités, le civisme, c'est énorme le chantier. Il faudrait 30 ans de travail, de serrage de ceinture pour pouvoir juste reconstruire. Mais ces gens sont un obstacle. Alors, d'après vous, comment faire pour les convaincre de partir? Tout d'abord, on n'a pas besoin de démolir pour reconstruire, on a besoin juste de construire parce qu'ils ont déjà tout démoli. C'est un constat. La société algérienne, les fondations de la société algérienne ont été ébranlées par des décennies et des décennies de destruction systématique. Après, si on veut parler de l'omelette, l'omelette est faite. Le seul problème, c'est que c'est nous les œufs. Et c'est eux qui sont en train de nous manger. Malheureusement. C'est le peuple aujourd'hui qui est servi en omelette à ces gens-là. Et s'ils se contentaient juste de l'omelette, on n'en serait pas là. Le problème, c'est qu'on n'est pas en train de parler de gens qui veulent juste avoir un statut social, qui veulent juste avoir une certaine aisance financière. Non, c'est des gens qui, aujourd'hui même, avec déjà ce qu'ils ont, ils pourraient partir avec juste le pactole qui se sont mis dans les poches et faire vivre au moins 3-4 générations après eux dans l'aisance la richesse absolue. La problématique, on la connaît, la situation, on la connaît, le constat, on le connaît, mais la solution, c'est pas de dire, vous m'excuserez, c'est pas de dire que... Mon problème dans le discours de beaucoup de personnes comme notre ami Omar, c'est que on est en train encore de parler de l'avenir dans le passé. On est en train encore d'essayer de construire l'avenir avec des dinosaures. On est en train de dire aujourd'hui, oui, c'est tout fait les Nzar, ils peuvent prendre le contrôle. Non. On peut faire la transition. On peut accepter différentes transitions. Moi, il y avait Bouteflika, avec tout ce qu'on avait subi à l'époque avec Bouteflika. Je disais, si Bouteflika est capable de faire une transition avec une ouverture réelle, avec des personnes intègres et des technocrates, je suis prêt à l'accepter. Mais revenir encore à parler de ce qu'a fait Aït Hamdallah Yarhamou, de ce qu'a fait Saïd Saadillah, il est encore vivant, et puis de ramener encore, on va ramener Belhadj, on va ramener Nzar, on va encore parler de personnes qui ne savent même pas c'est quoi un clavier pour construire l'avenir de jeunes qui, eux, sont connectés, même peut-être sans bouger les doigts. Et puis l'avenir de demain, il se fait dans le virtuel. Et nous, on veut faire de la politique du temps il n'y avait même pas le fax, il n'y avait même pas le Minitel. Il faut être conscient, il faut être réaliste. La réelle politique voudrait que aujourd'hui, qu'on se pose avec les étudiants, avec les avocats, avec les juges. Faut pas croire que tous les juges sont nuls. Oui, il y en a énormément qui sont pourris, mais il y en a énormément qui font partie de ceux qui se taisent pour
par crainte pour leur vie, par crainte pour la vie de leur famille. Dans tous les secteurs, il y a du bon et du moins bon. Malheureusement, c'est devenu, au lieu d'être dans une méritocratie, on est devenu dans un pays où le médiocre réussit juste en léchant les bottes ou les rangers, si on veut. Mais le problème ne se trouve pas dans la caserne. Le problème ne se trouve pas dans le Moradia. Le problème, il est partout. C'est pas une junte militaire. C'est une pieuvre multitentaculaire qui utilise l'armée, qui utilise les institutions. Donc maintenant, si on veut que ça change, d'abord, il faut qu'on change nos mentalités avec nous-mêmes. Il faut qu'on accepte d'écouter ces jeunes-là. Quand je parle des jeunes, je parle de plus jeunes que moi. Je parle pas faut qu'on les écoute. Ceux qui sont en prison aujourd'hui, la moyenne d'âge, faut aller la voir. Moi, je suis certain que ça ne dépassera pas les 30 ans. Je suis certain, Merci. parce que je ne vois quasiment que des jeunes. Donc, la solution ne se trouve pas dans des noms qu'on avait l'habitude de voir du temps où le matin existait encore. On a besoin aujourd'hui de nouvelles têtes, et ces têtes-là vont nous donner des nouvelles idées. Parce que je considère qu'il y a un semi-échec de notre génération et des générations d'avant par rapport à ce régime-là. On suit encore son calendrier au lieu de créer notre propre calendrier et de le lui imposer. Amin. Nous allons laisser le mot de la fin à Saïd Salhi, mais avant, Tahar Sisserir, sur cette junte militaire qui ne lâche pas le morceau, qui s'obstine, qui s'agrippe, qui s'attribue, qui s'arroge le quart de la richesse nationale pour soi-disant protéger le pays, alors que c'est tout à fait l'inverse qu'elle fait. Elle plonge ce pays dans le désarroi, dans le désespoir, dans l'incertitude des lendemains. Tahar, comment faire pour essayer de remédier à ça de façon pacifique, d'après vous? Oui, il faut rester pacifique parce que c'est la force de notre révolution. Parce que en face, nous avons en fait des bouchers, des criminels, donc on n'a pas le choix. Eux, c'est leur terrain favori. Hein. Si on part en fait dans la violence, ils seront gagnants. Ils ont les chars, les Kalachnikov, ils ont tout ce qu'il faut pour détruire en fait le peuple. Par contre, ils ne savent pas construire et c'est ça le problème. Voilà pourquoi le seul moyen pour sortir de cette situation catastrophique, il faut revenir, s'organiser un peu plus, réfléchir autour de la table, construire un projet ensemble parce que nous avons besoin d'un projet, parler en fait de quelle démocratie pour l'Algérie de demain parce que l'Algérie de demain se fera sans eux. Nous ne pouvons pas construire avec des gens qui ont détruit pendant 60 ans l'Algérie, qui ont volé, qui ont détruit en fait l'économie, qui ont détruit les hôpitaux, qui ont rendu en fait l'école sinistrée. Nous ne pouvons pas construire avec eux. Donc voilà pourquoi le peuple a exigé un changement radical et pacifique. Comment? Oui, nous avons la possibilité et on est en train de parler de quelle démocratie pour l'Algérie de demain. Est-ce que c'est la souveraineté populaire? Est-ce que c'est la souveraineté nationale? On parlera de la citoyenneté, de l'Algérie qui protège tous les vivants. Mais ça ne pourra pas se faire avec une junte militaire qui ne pense qu'au pouvoir, qu'à ses propres intérêts. Nous avons une vision différente. Nous avons une vision de l'Algérie qui est complètement différente. Après, moi, je ne dirais pas qu'on va réserver uniquement pour les jeunes. L'Algérie de demain va donner la place à tout le monde. Et les Omret Mokhtar qui était le porte-parole de Bouteflika en 2014, qui a organisé un rassemblement à la place de la République pour se soutenir. Le 5e mandat peut parler de l'Algérie de demain et il appartient au passé. Et je veux juste annoncer en fait, parler en fait de la marche. On prépare une marche le 20 février, une grande marche, une marche historique à Paris et un rassemblement le 17 parce que le chef d'État illégitime Tebboune va venir à Bruxelles. Donc, on va rappeler à tous les gens qui l'ont invité qu'il est illégitime, qu'il ne représente pas les Algériens, qu'il ne représente on en reparlera, Tahar. On en reparlera. On a largement le temps. En tout cas, merci. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Saïd Salhi, vous allez avoir le mot de la fin. Il y a un pouvoir militaire en Algérie. Il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier. Et le pire, c'est que ce n'est même plus un seul pouvoir monocéphale, uni à la limite qui me goule koun roule ou kounni.
ce sont plusieurs clans qui s'affrontent, où règne le nomadisme opportuniste. Comment faire, Saïd Salhi, pour pouvoir prétendre enfin à une vraie démocratie avec des pouvoirs séparés, avec un président élu par le peuple et non pas désigné par la junte? Saïd Salhi. Merci. Alors, pour ma part, je pense que le Hirak a tout dit. Vraiment, il a tout dit à partir de février 2019. Tout a été dit dans la rue par le peuple algérien, à travers les marches, à travers tous les slogans et toutes les pancartes qui ont été brandis chaque vendredi, chaque mardi dans la rue. En termes de constat, en termes de diagnostic, je pense aujourd'hui, voilà, le diagnostic il est partagé. Le dernier, citoyen peut faire un diagnostic. Aujourd'hui, le peuple algérien connaît bien le pouvoir algérien, sinon je dirais le système. Vous avez parlé du régime, vous avez parlé du pouvoir, le peuple algérien a posé le problème d'un système qui est là, qui se maintient en utilisant plusieurs formes, plusieurs stratagèmes, plusieurs, si vous voulez, un peu ruses, et c'est avec ça qu'il a duré jusqu'à maintenant. En termes de solutions, en termes un peu de projections, de propositions, moi je dirais il y a eu plusieurs propositions. Il y a eu des propositions, je dirais, carrément, je dirais, clé en main, c'est-à-dire, et on l'a bien entendu à travers toutes les initiatives qui ont eu lieu, notamment en 2019 jusqu'à 2020, que ce soit du côté de la société civile, des partis politiques, des personnalités, d'une solution politique apaisée, d'une solution qui devait justement préserver le pays, qui devait préserver l'État, qui devait se faire dans un cadre pacifique. Les gens qui parlent de la violence, je pense aujourd'hui, le peuple algérien n'a pas de leçon à recevoir. Il n'a pas de leçon à recevoir, il a bien fait des choix au détriment même de sa liberté. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien, justement, c'est le peuple algérien qui est en train, justement, de souffrir, qui est en train, justement, aujourd'hui, de payer le prix, justement, de ce choix, le choix pacifique. Et jusqu'à maintenant, le peuple algérien s'accroche encore à ce choix, malgré, justement, la facture qu'il est en train de payer à tous les niveaux, que ce soit sur le plan des libertés, sur le plan, justement, des acquis démocratiques, des acquis sociaux. Le peuple algérien s'accroche au cadre pacifique parce qu'il veut préserver le pays, parce qu'il veut préserver la paix civile, parce qu'il veut plus, justement, revenir, justement, à des expériences amères laquelle il a vécu. Maintenant, vous savez, aujourd'hui, on parle justement du système. Alors, le système n'a pas changé. Le système n'a pas changé. La nature du système n'a pas changé. L'ADN du système n'a pas changé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, on pose tous les problèmes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le peuple algérien continue encore à lutter, continue encore à résister. C'est pour ça qu'aujourd'hui, justement, le peuple algérien refuse, justement, de croire, justement, à la supercherie du changement, celle qui a été proposée, celle qui a été imposée par le pouvoir à partir de 2019, celle de l'Algérie nouvelle, cette Algérie nouvelle qui a été promise aux Algériens. Les Algériens ne croient plus, sinon ne croient pas à cette Algérie nouvelle. Cette Algérie nouvelle aujourd'hui, est une supercherie, c'est un mensonge. Pour preuve toutes les restrictions, les régressions à tous les niveaux, sur le plan des libertés, sur le plan des acquis sociaux, des acquis politiques. Alors quoi faire? Je pense que la feuille de route a été celle de Hirak a été claire, c'est celle de résister pacifiquement, c'est celle de continuer justement à exiger le changement, et bien sûr à bondir, c'est la revendication, celle justement de 2019, un changement pacifique, un État civil, un État démocratique, un État social, un État justement de droit. La revendication est claire, Aujourd'hui, tout le problème est un problème, le problème se situe au niveau justement du système. C'est un problème de volonté politique. Le pouvoir aujourd'hui en place refuse justement de répondre à cette quête du changement, refuse justement d'accéder aux revendications du peuple algérien, celle d'un changement pacifique qui passe par justement une transition, qui passe par des institutions justement de transition et qui passe par une solution, nous l'avons dit, nous l'avons défendu cette thèse-là depuis février, qui passe par une solution négociée, qui passe par une solution justement consensuelle, notamment avec l'armée qui devait être justement partie prenante, mais qui devait
terme justement du processus, se retirer définitivement du politique, du champ politique. Aujourd'hui, l'armée doit justement s'occuper des missions, de ces missions constitutionnelles bien définies dans la Constitution. L'armée, c'est pas un pouvoir, c'est une institution comme toutes les autres institutions. Aujourd'hui, le problème reste posé. Aujourd'hui, si vous voulez, donc cette revendication du changement, il est encore là pour preuve. Voilà, c'est ce qui fait bouger encore le peuple algérien, c'est ce qui fait encore animer les jeunes, notamment tous les défenseurs, tous les militants qui continuent encore à résister, qui continuent encore à exiger ce changement-là. Voilà un peu, donc en termes, si vous voulez un peu, pour résumer la situation, moi je pense, 3 ans après, voilà, le bilan il est là, il est fait. 3 ans après, on est à quelques jours du 22 février, donc journée nationale décrétée par le pouvoir en place. Le bilan il est là, le changement n'a pas eu lieu, d'où la pertinence justement de la continuité de cet élan populaire pacifique, un changement politique tel que souhaité par le Hirak, mais pas seulement par le Hirak, par justement les martyrs de la Révolution. Parce que le slogan dont vous parlez, c'est un slogan qui remonte à la guerre de libération. C'est la construction d'un État civil, d'un État démocratique, d'un État de droit, d'un État social et démocratique. C'est la plateforme justement de novembre 56, c'est la plateforme de la Soumane, et c'est aussi la continuité de toutes les luttes. Voilà. Merci Saïd Salhi, merci Tahar Sisserir, merci Amin Mennadi, merci Omar Ait Mokhtar, merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. J'aimerais dire liberté, reconnaissance, hommage, considération, estime à nos compatriotes qui sont en prison, ces prisonniers politiques et ces détenus d'opinion. Qui se sont sacrifiés pour nous, pour nos enfants, pour notre pays, pour notre honneur, pour notre dignité. Merci beaucoup à eux. J'espère que nous les rejoindrons tous en un seul combat pacifique et libérateur. Et je souhaite que les gens qui composent la junte, qui composent le pouvoir en Algérie, finiront par comprendre qu'ils ne peuvent plus aller plus avant dans cette folie, et que le moment est venu de restituer la souveraineté et le pouvoir au peuple algérien. بقوا على خير بسلامة يعطيكم الخير.